OK, bonjour, bonsoir, en fonction de là où tu te situes dans n'importe quelle partie du monde. Voilà, c'est Roussel Folas. Nous sommes là pour une autre édition, une autre session de notre training consacrée au e-commerce. Avec pour thème, nous avons eu à l'appeler maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. Alors, nous sommes à un niveau un peu déjà avancé dans notre programme. Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, un Q&A. OK, d'accord. En même temps, quand tu te connectes, j'aimerais que tu écrives à partir d'où est-ce que Abidjan et de Kansas, de Arizona, de Texas, de Paris, de Berlin. Anyway, n'importe quel moment où tu vas te connecter ici, j'aimerais bien que tu fasses partager à quelle partie du monde, euh, à partir de quelle partie du monde tu te connectes pour qu'on sache la composition de notre audience et de nos participants. Alors, comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous avons une autre partie de notre programme que nous pouvons partager avec vous. Notre programme appelé Maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. Évidemment, comme le nom l'indique, si tu es intéressé par le e-commerce et tu souhaites t'y lancer, forcément, tu peux avoir un petit capital. Même si tu n'as pas de capital, tu pourras toujours lancer. Évidemment, peut-être pour passer à une échelle supérieure, à un moment, tu vas peut-être injecter quelque chose, mais juste pour vous dire qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, de te lancer sans capital initial. Quand sans capital, j'intègre tout, y compris les stratégies marketing, les outils marketing, la création et l'hébergement de ton site. Tu pourras l'avoir sans dépenser de l'argent. Je ne connais pas s'il y a une formation ou un programme ici dehors qui puisse le faire. Notre but, c'est de pouvoir bénéficier à plusieurs entrepreneurs en aide ou encore des chefs d'entreprise déjà, n'est-ce pas, qui ont un business, mais qui aimeraient, n'est-ce pas, extrapoler le niveau de vente. C'est ça, un peu. Le e-commerce, ce n'est pas seulement pour des gens qui veulent vendre dans la maison, mais c'est aussi pour des entreprises qui ont des produits et des services physiques, mais dont ils veulent vendre dans un rayon géographique plus grand que ce qu'ils n'imaginent. C'est ça le e-commerce en général. Alors, si c'est le cas pour toi, aujourd'hui spécifiquement, nous allons, n'est-ce pas, entrer dans ce qu'on appelle Q&A. Q&A, c'est, n'est-ce pas, une session qui consiste à poser des questions et proposer des réponses. Et en général, par rapport à quelque chose qui a passé. Aujourd'hui, nous avons traversé euh, la détermination de la niche. On a vu que c'est une étape importante dans le e-commerce. Nous avons parcouru dans notre programme la production, comment découvrir, comment faire le choix des produits gagnants. Nous avons partagé à propos. Nous avons également partagé à propos du choix des fournisseurs. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on vous donne l'occasion, si tu as eu à suivre le cours et que tu as fait ton homework, on aimerait, n'est-ce pas, revenir vers vous pour dire, voilà, ces trois parties, trois étapes importantes dans le lancement de ton e-commerce. Quels sont les obstacles majeurs que tu penses d'après le cours que tu as reçu? Ou même si tu n'as pas suivi le cours, si tu as eu à attraper le replay du cours, quels sont les obstacles majeurs qui sont relatifs, n'est-ce pas, au choix de la niche, des produits gagnants ou encore des fournisseurs? Dans fournisseurs, j'intègre aussi l'approvisionnement. Alors, c'est ça en fait le but du cours. Et je vais commencer par, n'est-ce pas, vous renvoyer à la question. Est-ce que quelqu'un a une question relative à ceci? Ce que je vais faire, c'est quoi? Évidemment, généralement, quand on fait des sessions Q&A, c'est parce que, in between, comme on dit souvent, on a eu, n'est-ce pas, à avoir des feedbacks, que ce soit dans les réseaux sociaux, parfois en privé, où des gens posent des questions. Tu vois. Quand on le fait, parfois, nous pensons qu'il est nécessaire parfois d'avoir des séances qui adressent également, même si normalement quelqu'un qui a suivi le cours devrait être capable de trouver plus ou moins des solutions. Parfois, c'est nécessaire de faire des sessions uniquement Q&A pour adresser certaines questions qui viennent parfois de façon récurrente. OK? Donc, sans plus tarder, j'ai recensé, n'est-ce pas, quelques-unes de ces questions. Évidemment, après ces questions, nous avons recensé, vous pourrez partager les rôles. OK? La première, c'est quoi? C'est la question relative à l'identification de la bonne niche. OK? Pour trouver une niche rentable et concurrentielle, trouver une niche rentable et concurrentielle peut être difficile, surtout
compte tenu de la saturation de certains marchés. Ça, c'est ce qui me revient en termes comme obstacle, étant donné quelques questions que j'ai eu à avoir à propos du e-commerce et spécifiquement à propos de la niche qu'il faut, n'est-ce pas, identifier ou bien choisir. Donc, voilà, trouver une niche rentable et concurrentielle peut être difficile. Ça, c'est vrai. Surtout compte tenu de la saturation de certains marchés. Alors, voilà le défi. Comment est-ce qu'on peut relever ce défi-là? Qui a une idée? Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que moi, j'ai spécifiquement mon équipe et moi avons fait, c'est que nous avons eu à vous rapporter, n'est-ce pas, ce que nous pensons qui soit un moyen de traverser, de contourner cet obstacle. Parce que c'est un obstacle. OK? Donc, voilà. Ce qu'on a proposé, c'est quoi? C'est que faire des recherches approfondies sur les tendances actuelles. OK? Faites des recherches sur la demande des consommateurs et les niches en croissance. OK? So, je précise encore. Faites des recherches approfondies sur quoi? La tendance actuelle. Parce que la tendance actuelle peut vous montrer un peu de comment est-ce qu'un produit, n'est-ce pas, ou alors un secteur de marché est motivé sur un produit quelconque. Donc, et ce produit, en fait, inclut ou alors induit ce qu'on a appelé la demande des consommateurs. Et également, ça vous permet, quand tu fais une étude de tendance actuelle, tu peux voir les niches en croissance. OK? So, spécifiquement, on va vous encourager de faire des recherches approfondies sur les tendances actuelles, les demandes des consommateurs et les niches en croissance. Comment est-ce que vous faites? Identifiez les domaines où vous avez la passion. C'est ce qu'on a eu à dire dans le secours de la nation de la niche. C'est vrai qu'il faut faire une étude, mais n'oubliez pas d'identifier, n'est-ce pas, votre passion ou une expertise que vous avez. OK? Tout en, n'est-ce pas, essayant de, de chercher des créneaux qui ont un potentiel de croissance et moins de concurrents. Ça veut dire quoi? Il faut travailler en même temps dans la recherche des niches qui ont un potentiel de croissance, en même temps qui ont moins de concurrence. Il est possible de le faire. Lorsqu'on va entrer en pratique, c'est exactement ce qu'on va faire pour que vous puissiez voir, pour le faire vous-même. Et c'est pour ça qu'on va dire utiliser des outils de recherche de mots-clés. Par exemple, je crois que Google Analytics, par exemple. Mais il y a plusieurs autres applications. Il y a plusieurs autres applications que nous avons eu à faire ou à partager pendant le cours, pendant ce chapitre-là, cette leçon, où vous pouvez aller regarder spécifiquement les liens ou les sites qu'on a eu à utiliser pour vous, à lui proposer la concurrence. Donc, en gros, qu'est-ce que vous devez faire ici? Pour contourner le fait de pouvoir trouver une liste qui soit rentable, commencez selon l'ordre que vous voulez. Vous pouvez commencer par étudier la tendance, mais vous pouvez commencer même par chercher, n'est-ce pas, identifier votre domaine de passion, d'expertise. Une fois que vous le faites, vous allez donc dans les tendances actuelles, vous cherchez des niches qui sont concurrentielles, qui ont moins de concurrence, mais qui sont en croissance. Et on le fait spécifiquement en utilisant des outils euh, technologiques que nous avons partagés. Et pendant la pratique, on va également partager avec vous. Alors, est-ce que quelqu'un a une question spécifiquement dans ce niveau ou alors un ajout à faire? S'il n'y en a pas, c'est une bonne chose. Mais vous pourrez toujours revenir à la fin du coup pour poser vos questions, votre question. Alors, la deuxième préoccupation que nous avons eu à recenser consiste à ce que nous avons appelé la solution, la sélection des produits gagnants. Une fois que tu as pu trouver un moyen, n'est-ce pas, pour plus ou moins te rassurer, ou alors te produire une confiance dans le choix de ta niche, ce qui te reste, ou alors la suite, c'est en fait pouvoir déterminer le produit. On a fait tout un cours sur ce cours, sur ce topic, sur ce sujet, au niveau de la détermination des produits gagnants.
il en ressort que trouver des produits à fort potentiel de vente peut être difficile, car il est important, n'est-ce pas, de choisir des articles qui répondent aux besoins des clients et se démarquent de la concurrence. On parle du produit. Donc, comment faire? Comment faire, n'est-ce pas, pour pouvoir trouver un produit qui répond aux besoins de la clientèle, en même temps, peut-être qui se démarque de la concurrence. C'est ça le but de notre réflexion ici, au niveau de Q&A. Ce qu'on pense qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut effectuer une analyse. Tout cela va être analyse, OK? Ce qu'on appelle moi. Ça va être une analyse du marché pour comprendre les préférences des consommateurs et les tendances émergentes, juste comme la niche. La niche n'évolue pas sans produit. Dans une niche, en fait, il y a un produit qui est plus consommé à l'intérieur d'une niche. Donc, s'il y a une niche qui a une croissance, évidemment, il y aura effectivement un produit qui est consommé par cette niche, qui est aussi en croissance. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est faire une analyse pour comprendre les préférences des consommateurs et les tendances émergentes. Comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Il faut utiliser donc des outils de recherche de produits. Il faut, par exemple, lire les commentaires, c'est pas des clients. Il faut effectuer des tests de marché pour évaluer la demande. On a eu à parler de ça. Si vous comprenez pas ce que ça signifie, il faut aller écouter également le dernier cours où on parlait, pas le dernier cours, mais le cours où on parle effectivement du choix du produit gagnant. On a eu à dire comment est-ce qu'on peut tester le marché. Ton fournisseur, s'il est un vrai fournisseur, il peut t'aider à tester le marché en t'envoyant, n'est-ce pas, une petite quantité. Parfois pour toi, pour vérifier le produit, mais parfois, tu peux commander une petite quantité juste pour tester le marché, pour voir la tendance. Tout ça, c'est en ligne. Personne ne sait que tu as commandé une petite partie. Tu n'as pas besoin de commander, n'est-ce pas, 5000 pièces de article X et que le marché ne peut que te permettre de vendre 50 pièces en un mois, alors que tu pensais que tu peux vendre 1000 pièces en un mois. Autant mieux commander seulement 25 pièces. Si on commande 50 pièces, c'est une bonne chose. Là, tu sais que, OK, c'est quelque chose qui peut marcher. Au fur et à mesure, tu increases ton approvisionnement. Donc, il faut tester le marché pour évaluer la demande. Donc, alors, identifier les produits uniques, c'est quelque chose de très important. Et parfois, il en existe. Ou encore des produits que vous pouvez différencier ou améliorer par rapport à ceux déjà disponibles sur le marché. Il peut y avoir un produit sur le marché, mais ayez l'esprit créatif pour pouvoir transformer votre produit. D'abord, vous pouvez sortir un produit qui est unique sur le marché. Un produit qui est unique, on va dire que c'est un produit qui n'a pas un substitut. Votre produit peut être unique dans le sens que il apporte une nouvelle façon peut-être de satisfaire un besoin. Il y a un besoin qui est là. Il y a un produit X qu'on utilise pour satisfaire les besoins. Mais vous venez avec un produit, n'est-ce pas, Y, qui est unique. Parce qu'il n'y a pas encore ce type de produit. Même s'il satisfait le même besoin que le produit X permet de satisfaire. Beaucoup pourront venir vers toi parce que le coût de production de ce produit Y peut être plus faible que le coût de production du produit X. Par conséquent, le prix de vente de ce produit Y que tu as apporté sur le marché qui est unique peut être donc plus faible que le prix du produit X qui existe déjà pour satisfaire le même besoin lambda. OK? Donc, identifier s'il y a les possibilités de trouver des produits uniques ou d'en produire ou d'en créer vous-même. Alors, identifier, n'est-ce pas, ou même s'il y a des produits qui ne sont pas uniques, essayez de créer une différenciation et créer d'améliorer le produit. Il y a plusieurs façons d'améliorer le produit. Vous pouvez améliorer un produit en créant une offre qui est différente du, de l'offre du marché. OK? On a vu comment un prix, un article peut avoir une offre qui est un seul produit. Et un autre produit, un autre commerçant peut avoir la même offre, mais qui a 4 produits différents dans une seule offre, avec un produit principal, qui est ce que tout le monde connaît. Tu améliores ton offre, en fait. Donc, par rapport à ce qui est sur le marché. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour maximiser les chances, n'est-ce pas, d'avoir des produits gagnants. Et tout ceci, ce n'est pas difficile. De façon pratique, lorsqu'on en a les phases pratiques pour choisir ce produit, on pourra vous dire comment est-ce que vous pouvez prendre ce produit, ce que vous pouvez faire pour l'améliorer, ce que vous pouvez faire pour le différencier, ce que vous pouvez faire pour créer une offre qui soit meilleure que ce qui est sur le marché. C'est ça le but de notre programme.
Donc, on va passer à la page suivante qui est en fait, n'est-ce pas, on a dit ici, il faut pouvoir transformer ou bien transcender l'obstacle du choix de la niche et qu'on parvient à contourner, n'est-ce pas, l'obstacle du choix du produit gagnant. La seule chose qui reste, c'est tout simplement de trouver l'approvisionnement, notamment les fournisseurs. Okay? Donc, yeah. So, la seule chose qui nous reste à faire ici, ce n'est pas de pouvoir trouver l'approvisionnement. C'est ça l'autre problème majeur. Je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier que nous parler de ça. Mais trouver des fournisseurs fiables et de qualité est essentiel pour assurer une chaîne d'approvisionnement fluide des produits de qualité à vos clients. C'est important. Vous aurez dû faire découvrir les obstacles et les contourner, trouver des solutions pour avoir une bonne niche. Vous avez fait toutes les études approfondies, toutes les recherches. Voilà. À la fin, vous obtenez une niche qui est une sub-niche, c'est-à-dire une niche dans une niche, parce que c'est aussi ça qu'on a eu à voir, que parfois il faut réduire la concurrence en créant parfois des sub-niches, où il y a moins de concurrence. Là, vous dominez la niche, quoi. Vous dominez ce petit marché-là. Et puis ensuite, on a pu avoir comment est-ce que dans les cours dans le passé, on a eu à parler de la détermination du produit. Ici, aujourd'hui, on est en train de dire comment est-ce qu'on peut traverser l'obstacle qu'il y a à trouver des produits de qualité et des produits gagnants, comme on dit souvent. Maintenant que tu le fais, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de pouvoir trouver des personnes, des fournisseurs qui vont, n'est-ce pas, mettre ça à ta disposition. Parce que toi, tu ne fabriques pas. Si tu es fabricant, c'est autre chose. Si on suppose que c'est e-commerce, c'est vrai qu'il y a des fabricants également qui peuvent travailler sur du e-commerce. Ça veut dire que tu es un fabricant et tu vends. Mais en majorité, ou alors 90% des cas, c'est l'achat et la vente. Surtout ici, dans ce programme, je suppose qu'il n'y a personne qui fabrique. Si tu fabriques, avec que tu as les ressources. Je vais sur la base ici que tu n'as pas vraiment de ressources pour te lancer. Alors, tu as besoin de fournisseurs. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y met pour maximiser les chances? Parce qu'il n'y a rien qui soit succès à 100%. Il n'y a aucune garantie à 100% que ce sera un fournisseur, un meilleur fournisseur. Mais il y a des approches que tu peux prendre, n'est-ce pas, pour mettre des chances de ton côté. C'est ça alors qu'on va essayer de partager un peu pour remonter, traverser l'obstacle de pouvoir trouver un fournisseur fiable. Alors, quelle solution est-ce qu'on peut proposer? Si vous allez voir, ici, il va s'agir d'analyse et de recherche. C'est par là ensuite quand tu commences. C'est peut-être difficile au début, mais une fois que vous le faites, ça se suit tout simplement. Ça se suit. Une fois que vous avez fait une seule fois, vous n'allez plus le refaire. Si vous avez 3, 4 fournisseurs potentiels, ça va. À moins que vous créez un nouveau produit, c'est en ce moment que vous aurez besoin encore de faire une autre recherche pour ce nouveau produit-là. Mais en fait, une fois que vous faites ça au début, ça va vous juste garantir qu'à tout moment, j'ai beaucoup de solutions en fait, ou alors j'ai 2 solutions sur lesquelles je peux me baser pour pouvoir satisfaire mes clients. C'est important. Alors, rechercher, effectuer une recherche approfondie des fournisseurs potentiels en utilisant des plateformes de commerce électronique. On a eu à le voir dans le passé. En utilisant des répertoires de fournisseurs et des salons professionnels. Donc, c'est pour ça parfois, quand tu fais dans le e-commerce, lorsqu'il y a des salons professionnels, si tu parles de ce qu'il peut avoir des personnes qui vont dans ton domaine, il faut y aller. C'est important le network quand tu deviens entrepreneur. Quand il y a des salons professionnels, il faut y arriver parce que toi, tu peux être toi-même la solution, un fournisseur pour un autre entrepreneur. C'est important. Et une fois que vous échangez, tu peux découvrir de la fiabilité, de la réputation de ces personnes-là. Mais n'est-ce pas, il y a pas de réputation. Il faut vérifier la réputation, n'est-ce pas, de chacun de ces potentiels fournisseurs que tu vas rencontrer. Que ce soit dans les plateformes qu'on va partager avec vous, ou en physique, dans les séminaires, ou dans des répertoires de fournisseurs. Parce que tu choisis, par exemple, le nom d'un fournisseur de, je sais pas, de rames de papier, tu pourras trouver tu pourras avoir une liste, uniquement une liste des fournisseurs de rames de papier. Tu pourras commencer à les checker un à un. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut vérifier la réputation. Il faut vérifier leur expérience, vérifier la certification et leur évaluation. On a fait un cours sur ça. Ici, je prends ce cours-là pour en faire un petit résumé en 5 minutes pour vous dire comment est-ce que vous pouvez en fait contourner le choix d'un meilleur fournisseur ou alors réduire les chances d'avoir un mauvais fournisseur.
Le mauvais fournisseur, c'est un peu comme un mauvais employé. That's the worst thing you want to get. Un mauvais employé peut te tuer. Autant mieux ne pas avoir d'employé que d'avoir un mauvais employé. Même chose pour un fournisseur, parce que c'est lui en fait qui a la réputation. L'employé et la réputation de ton entreprise. Si l'entreprise, par exemple, quelqu'un achète un employé où on lui donne $100 pour acheter un article de, je ne sais pas, de $70 et rembourse $850 à la personne. Mais il est en train de tuer l'entreprise. OK? Quelqu'un donne $100, il rembourse $850. Il est en train de tuer l'entreprise. Ou en même temps, il répond mal à l'entreprise, il répond mal au client. Il est en train de tuer l'entreprise. De la même façon, le fournisseur pour toi peut tuer ton business parce que généralement, ce n'est pas toi qui consommes ton produit, ce sont tes clients. Tu as un mauvais fournisseur qui fabrique un mauvais truc, c'est ton fournisseur qui va en souffrir. Mais ton fournisseur, en fait, c'est ton client. Mais ton client ne connaît pas ton fournisseur, c'est toi qui connais. Okay? Il est donc nécessaire de faire le maximum de travail que tu peux faire pour réduire les chances d'avoir un mauvais fournisseur. On a eu à dire dans le coup, ce qu'il faut faire, par exemple, on a eu à dire qu'il faut entretenir de meilleures relations avec ton fournisseur. Ton fournisseur aussi comme ton avocat, comme ton médecin. Ton médecin ou ton avocat peut rire avec toi, mais parce que tu as de mauvais rapports, il ne fait pas le maximum qu'il faut. Et puis tu perds ton procès. Ou alors ton infection augmente. Tout simplement parce que tu n'as pas produit la meilleure prescription possible pour que tu puisses te soigner à moins de coûts, en fait, c'est tout. Donc, fournisseur, c'est pareil. Quand tu as une bonne relation avec un fournisseur, parfois, il peut même te faire des concessions que notre fournisseur ne pourra pas faire. OK? Mais avant ça, travaille sur la réputation. On a eu à voir comment est-ce qu'on travaille sur la réputation. Vérifier son expérience, vérifier les certifications qu'ils ont, euh, parce qu'on sait qu'il y a certains produits dont il faut une habilitation, il faut une certification, il faut une autorisation pour pouvoir produire. Évidemment, il y a tous les produits qu'on peut produire dans la maison, dans le quartier, dans la chambre, et commencer à vendre aux gens. La personne à qui tu achètes, est-ce qu'il a une licence pour pouvoir fabriquer ce qu'il te vend là? Comment dire, tu vas voir un produit bon sur le marché. Et c'est surtout, voilà comment ça se passe en ligne. C'est surtout quand tu as un produit qui se passe bien sur le marché, que tes concurrents vont chercher à toucher les organismes qui sont censés réguler le marché pour que cet organisme aille te demander si tu as la licence pour pouvoir fabriquer ou vendre ce client. Si tu n'es pas le fabricant, on va te demander à donner la licence ou la certification de ce fournisseur. Donc, ce fournisseur est censé t'envoyer la certification qui l'autorise de pouvoir fabriquer ce produit-là et vendre. C'est pas ça que se comprend un peu. Donc, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça, mais c'est normal et ce n'est pas si difficile non plus. Juste que parce qu'on ne connaît pas. Et c'est plus simple que ça. De me poser une question, est-ce que vous avez l'habilité de fabriquer les armes, par exemple? Il te dit, oui, voici mon certificat de l'État de Massachusetts ou l'État de Texas qui m'autorise à fabriquer et vendre les armes. Il t'envoie, tu enregistres. Alors, quand tu prends les armes, tu vas poster pour vendre en ligne, on peut te demander, ton concurrent, hein, s'il voit peut-être ton prix est bon marché, il va dire, mais attends, regarde, il faut regarder ce gars. Je ne le connais pas. Où est-ce qu'il vient? Alors, on va donc te demander, on va même te suspendre ton marché, te demander d'apporter les certifications qui te permettent, n'est-ce pas, de vendre les armes. Si tu es un fabricant, tu vas produire. Si tu n'es pas fabricant, tu dois aller chez ton fabricant pour prendre. Ce n'est pas en ce moment que tu demandes s'il a une certification ou pas. C'est en ce moment, tu demandes seulement qu'il t'envoie une copie. Okay? Et tu peux demander qu'il t'envoie la copie avant que tu ne passes la commande, by the way. So, on a eu à dire qu'il faut demander des échantillons de produits pour évaluer leur qualité et leur fiabilité avant de prendre une décision finale. OK? Demandez des échantillons d'abord pour vous-même. OK? Vous devez être votre premier client initialement. C'est vrai qu'à terme, ce n'est pas vous qui achetez, vous n'êtes plus le client, vous n'êtes plus votre client parce qu'on ne consomme pas vos produits. Rares sont les mamans qui vendent les beignets, qui mangent ces beignets-là. Oui, elle peut passer une journée sans manger ces beignets qu'elles font pendant toute une journée. Parce qu'elle le faisait au départ, mais beaucoup plus elle fabrique seulement pour donner aux consommateurs. Finalement, même chose pour vous. Finalement, votre fournisseur vous fournit quelque chose que vous n'utilisez malheureusement pas. OK? Parce que vous ne prenez pas ça pour manger, vous prenez ça pour du business. Alors, au début, au moins, si vous devez demander des échantillons, l'échantillon permet d'évaluer la qualité et la fiabilité de ce produit-là avant toute décision finale. Et si c'est un fournisseur fiable, montrez aussi que vous êtes réputable. Vous êtes sûr dans ce que vous faites. Ce fournisseur va vous avoir des échantillons. Au pire des cas, il va vous vendre qu'il faut acheter parce qu'évidemment, les fournisseurs que vous allez trouver parfois en ligne, d'autres peuvent ne pas avoir cette confiance en vous de vous envoyer des échantillons gratuitement. Mais comme je dis, dans notre cas spécifique, on a vu avoir plusieurs situations où le fournisseur envoie des échantillons gratuitement. Vous testez l'échantillon.
c'est bon, vous passez la commande. Mais ce n'est que normal. Un peu quand vous vendez les beignets, quand un client vient, il peut demander s'il peut goûter un beignet, non? Oui, de bon sens. Bon, c'est vous n'avez pas dit à tout le monde, mais vous ne perdez rien en fait. En envoyant un beignet à quelqu'un de goûter, vous ne perdez rien. Vous maximez les chances de le transformer en client. D'autres clients n'auront pas besoin de demander l'échantillon. Ils vont voir les beignets sont très beaux, ils vont acheter. Mais dans l'autre cas échéant, si vous pouvez demander l'échantillon, au pire des cas, achetez même l'échantillon. Achetez l'échantillon. Dis-lui que c'est un échantillon parce qu'il va dire, voilà, tu me dis que tu achètes pour vendre, tu achètes une pièce ou deux pièces. Dis-lui que non, je voudrais un échantillon. Il va dire, oh, non, pas l'échantillon exactement. Ok, donne-moi une pièce ou deux. Je le prends également parce que c'est pour moi-même juger. Il va comprendre. Alors, donc voilà comment vous pouvez faire pour contourner l'étape de fournisseur. OK? L'étape de fournisseur fiable pour votre business. Également, on a fait un cours. Je vais vous renvoyer si vous voulez prendre plus d'explications que ce que je viens de donner ici. Allez, n'est-ce pas, suivre ce cours. On a fait sur le choix des fournisseurs. Il y a beaucoup plus d'explications peut-être à l'intérieur. Mais ce que j'ai dit est largement enough quand même. Pour pouvoir, si vous faites ce qu'on est en train de dire dans ce petit paragraphe, vous aurez des chances, n'est-ce pas, d'avoir de bons fournisseurs. Alors, l'autre défi, c'est quoi? Une fois que vous avez le fournisseur, il faut une gestion, n'est-ce pas? Une gestion des stocks, de l'inventaire. C'est aussi un défi. Gérer efficacement les stocks et l'inventaire peut être complexe, surtout lorsque vous vendez différents produits et que vous travaillez avec plusieurs fournisseurs. Yes, ah, c'est très important. Il y a le e-commerce, il y a le one store e-commerce. Il y a les gens qui vont lancer un e-commerce qui est un seul produit. Okay? Il y a également ceux qui vont lancer un e-commerce avec plusieurs produits. Plusieurs produits qui appartiennent à la même niche. Parfois, plusieurs produits dans plusieurs niches différentes. Ça, c'est plusieurs niches. Alors, comment faire pour ne pas retirer des stocks? Il faut pouvoir, n'est-ce pas, savoir gérer son stock et son inventaire et comment ça se fait. Comment ça se fait? On va vous demander d'utiliser les outils de gestion des stocks et des systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour suivre et contrôler vos stocks en temps réel. OK? Yeah. Et dans l'un ou plusieurs des plateformes qu'on va utiliser, vous pourrez voir comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, voir votre stock, suivre le stock et voir à quel niveau est le stock. Quand le stock est en bas, vous pouvez, n'est-ce pas, décider de passer la commande. Alors, il y a même des processus que vous pouvez faire pour automatiser, n'est-ce pas, la commande, ou du moins l'approvisionnement lorsque c'est possible. Il y a également des applications que tu peux intégrer dans ton e-commerce, ton entreprise, pour pouvoir déclencher une commande et même définir le montant ou le niveau, la quantité de commande que vous voulez passe automatiquement. Vous pouvez le faire. C'est pour ça que j'apprécie vraiment la technologie aujourd'hui. Il est possible de faire tout. Vous n'êtes pas programmé. Lorsque l'atteint ce stock à l'aide, vous avez les fournisseurs déjà entrés dans votre base de données, qu'une commande, du moins, soit lancée à ton fournisseur pour demander un approvisionnement de telle quantité pour cet article bien spécifique. Donc, établir des relations solides avec vos fournisseurs pour faciliter la communication et la gestion des délais. C'est ce qu'on a eu à dire. La gestion des stocks, pas souci, pas, n'est-ce pas, une bonne relation avec le fournisseur. Vous pouvez passer une commande qui est censée être livrée en 5 jours. Le fournisseur ne vous voit pas comme une préférence pour lui. Il se fiche de vous, bien qu'il ait pris votre argent, parce qu'il a comme ça, comme vous, 50 ou 200. Alors, il n'a pas prêté votre attention. Et puis finalement, votre commande est livrée après 10 jours au lieu de 4 jours. Les délais ne sont pas respectés. Ça va jouer un coup dans votre vente et même sur la relation que votre client peut avoir avec vous. Le client vous pense, va croire que vous n'êtes pas sérieux. Donc, une fois que vous avez fait ça, je pense que vous êtes sur la bonne marche. Vous êtes sur la bonne marche pour pouvoir aller successfully dans votre e-commerce. Mais seulement, un dernier élément que j'ai pu identifier, même si ce n'est pas en rapport avec nettement le choix de la niche, des produits et des fournisseurs, c'est le marché même. Une fois que vous faites tout ça, c'est vrai, on n'a pas encore fait ce chapitre, mais j'ai voulu, n'est-ce pas, vous en avant-goût de ce que vous allez rencontrer. OK? Que vous le vouliez ou pas, vous allez le rencontrer. Dans les Q&A, parfois, on peut, n'est-ce pas, on peut lancer n'importe quelle question parce que vous pouvez poser n'importe quelle question. Et si je n'ai pas la réponse à l'instant, je vais partager la réponse avec vous. Le marketing à la question du client est un niveau incontournable
dans le succès de ton e-commerce. Combien ça te coûte pour acquérir un client? Tu dois connaître combien ça te coûte pour acquérir un client. Alors, attirer des clients dans un marché concurrentiel peut être un défi majeur, surtout lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise. Donc, quand tu commences une nouvelle entreprise, tu comptes sur quoi? Sur la chance pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Parce que dis-toi bien que chaque client que tu vois là, il consomme déjà quelque part. À moins que c'est vraiment un produit nouveau que tu mets sur le marché. Et même si c'est nouveau, il y a toujours un produit là pour satisfaire un besoin. On a eu à voir de chercher des produits qui satisfont des besoins des clients. Donc, même si c'est un nouveau produit, il y a peut-être un produit différent qui satisfait ce besoin-là. À moins que vous êtes encore en train de créer un nouveau besoin chez le client. C'est que je ne pense pas qu'il soit facile pour toi de faire si tu es nouveau. Ce sont les entreprises qui ont une certaine autonomie, une certaine expertise, euh, un niveau de succès ou de croissance où c'est comme s'ils ont fini ce qu'ils doivent normalement faire. Ils pensent maintenant à créer n'importe quoi. Ils ont des capacités à créer des besoins chez vous. Et une fois qu'ils créent des besoins, ils ont la solution à ce besoin. Alors, il faut encore du temps pour pouvoir arriver à ce niveau, je suppose. Donc, là n'est pas le cas. Nous ne parlons pas de ça pour l'instant. Ici, nous parlons beaucoup plus, n'est-ce pas, des situations où vous êtes nouveau sur le marché et vous devez prendre votre part de marché dans un marché qui existe déjà. Le marketing sera incontournable. Vous n'avez pas de marketing. Sachez que votre marché est d'office perdant. Donc, fermez votre entreprise, ne vous lancez même pas. Si vous n'imaginez pas comment vous allez faire, ne vous lancez même pas sincèrement. Parce que à la fin, vous allez dire, voilà, on nous a dit qu'il fallait faire un bon choix de niche, j'ai fait, et puis j'ai la passion pour le sport, j'ai fait ça. Voilà, j'ai choisi un bon produit, j'ai même commencé à faire des fournisseurs. Mais depuis, comment je n'ai pas les clients, comment je n'ai pas rien. Quelle est la stratégie marketing que tu as déployée pour avoir les clients? Aujourd'hui, pour avoir un client, il y a un coût. Il y a un coût d'acquisition du marché ou du monde du client. Alors, attirer les clients dans un marché concurrentiel peut être un défi majeur, surtout lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise. Alors, comment ça se passe? À l'avance, avant qu'on entame ce vrai chapitre, parce qu'il y a un chapitre, peut-être plusieurs chapitres même, qui vont parler uniquement du marketing et de l'acquisition du client pendant ce programme. Mais ce qu'on peut partager pour l'instant, c'est ceci. Développer une stratégie marketing solide en utilisant une combinaison des canaux en ligne. Parce que le marketing maintenant est, j'ai envie de dire, 90% en ligne. Il ne faut pas qu'on se le mente. Okay? L'époque où il fallait, n'est-ce pas, porter les sacs, aller courir dans la rue pour dire que je vends ceci, c'est le meilleur produit du marché. Tu parles à l'espace, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Ou encore, l'époque où il fallait imprimer 5000 tracts et les partager et ne compter que sur ça. C'est vrai qu'il faut le faire parfois, mais comme je dis, il y a des solutions meilleures que ça. C'est vrai qu'on peut créer une combinaison. Mais maximisons sur les canaux en ligne, tels que quoi? Les médias sociaux. Vous savez, tout le monde sait combien est-ce qu'il consomme les réseaux sociaux chaque jour. Chacun de nous connaît. Mais très peu peuvent dire combien de fois est-ce qu'il parcourt des journaux, des magazines. Il faut dire que dans le passé, beaucoup de publicité se fait dans les magazines, dans les journaux. Et ça coûtait vraiment cher pour avoir ton entreprise dans une page, même si c'est une dernière page de couverture. Ça coûtait beaucoup d'argent. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes parcourent les magazines en ligne. Donc, la stratégie doit être en ligne. On se fait sur les médias sociaux, les référencements, les publicités payantes. Surtout, les marketing, ce qu'on appelle les marketing par SMS ou par WhatsApp. On appelle SMS marketing. On va développer cela quand on va atteindre ce chapitre-là. Il faut également faire le marketing par courriel électronique. C'est ce que nous appelons email marketing. OK? Donc, comment ça se passe en général? Si certains processus sont coûteux, ceux du bas sont des processus également frais que vous pouvez faire. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'avoir, n'est-ce pas, l'application qui va vous permettre de déployer ces solutions-là gratuitement sans avoir de dépenser de l'argent. Et ce coût également, comme je l'ai dit, c'est aussi censé vous mettre ces solutions-là à votre disposition.
pour qu'on puisse les exploiter gratuitement. OK? Si tu veux faire, n'est-ce pas, une publicité payante, on va déployer de l'argent. Le référencement, ça se fait gratuitement. Le travail sur les médias sociaux se fait gratuitement par la création de contenu, la définition des différents groupes ou type d'audience avec laquelle tu veux discuter ou alors l'audience à laquelle tu veux partager ton produit. Donc, en fait, tout ceci se fait plus ou moins gratuitement, juste en sachant utiliser les solutions que nous allons mettre à votre disposition, en dehors, bien sûr, de la publicité payante que vous pouvez faire. Alors, il faut donc identifier votre public cible et créer des campagnes ciblées pour attirer l'attention. Donc, voilà comment est-ce que vous faites. En gros, c'est que vous devez identifier votre public cible et créer des campagnes ciblées pour attirer l'attention. Donc, voilà exactement ce que vous devez faire. Ça se fait comment? Dans l'implémentation, vous verrez comment ça se passe. Mais je viens juste de partager avec vous quelques outils, c'est pas tout. Quelques outils que vous pouvez utiliser. Notamment, il y a des médias sociaux, les référencements, ce qu'on appelle SEO. En anglais, on appelle SEO. On peut mettre SEO là-bas. Le SMS marketing ou encore le WhatsApp marketing, ça veut dire qu'il faut créer un engagement, créer une suite d'échanges avec, n'est-ce pas, votre public cible en utilisant WhatsApp, que vous utilisez maintenant juste pour dans vos groupes de distraction. Même chose avec l'email marketing. Il y a des moyens de pouvoir entretenir vos clients et transformer des clients en consommateurs ou alors des prospects en consommateurs et des consommateurs en ambassadeurs directement par des emails sans jamais communiquer avec eux. Ils ne connaissent même pas votre nom, vous ne connaissez pas leur nom, vous les avez appelés, mais vous êtes en train de les transformer de prospects à clients et parfois même d'ambassadeurs. Quand un client est vraiment il est absorbé par ce que vous faites, il devient votre ambassadeur. Beaucoup de nos clients dans d'autres business que nous faisons sont des ambassadeurs. Donc, ceux-ci m'appellent, me disent voilà, c'est telle personne qui m'a dit de vous appeler. On appelle ça refer. Quand tu es ambassadeur, tu commences à référer d'autres personnes chez un fournisseur. C'est ça qui est le plus important. Vous devez pouvoir arriver à ce niveau-là. Si quelqu'un dit que, s'il te plaît, on m'a dit que tu vends les tailles ongles, mais on m'a dit que votre taille ongles, c'est la magie. C'est parce qu'un client qui est un ambassadeur, qui est transformé en ambassadeur, a pu faire ça pour vous. Et parfois, tu peux le faire, n'est-ce pas, à partir des solutions en ligne qu'on vient de partager. Donc voilà, je pense qu'on a fini sur les préoccupations, les défis que j'avais identifiés et les solutions, les potentielles solutions que nous avons pensées qui puissent aider, n'est-ce pas, qui puissent aider à traverser, surmonter ces différents obstacles. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau sur un des différents défis que nous avons identifiés ou encore si vous avez des commentaires à faire sur l'un d'eux. C'est le moment. Merci. Il n'y a rien, tout ce qu'on a Hello. partagé. Oui. Hello. Oui, j'ai essayé de chercher à comprendre certains termes. Bon, jusqu'ici, j'ai des difficultés à les différencier. OK. Les termes, il y a par exemple mots-clés, il y a niche et nom de domaine. OK. Maintenant, pour comprendre ce vocabulaire-là, est-ce que ces mots sont liés? Est-ce qu'il y a une différence entre eux? Tu as parlé de niche, Mots-clés mots-clés et domaine. et nom de domaine, oui. Nom de domaine. Bon, je vais commencer par nom de domaine. Euh, Nom de domaine, c'est tout simplement, bon, s'il faut aller de façon crescendo, euh, on va commencer par la niche. La niche, comme on a eu à dire, c'est c'est une population, n'est-ce pas? C'est un public ciblé par toi, dont tu penses peut être des personnes qui vont potentiellement être des consommateurs de ton produit. C'est ça la niche en fait. C'est un public cible. Par exemple,
Je peux prendre les femmes enceintes. Femmes enceintes. Je n'ai pas dit femmes, il y a des femmes enceintes. Qui a une niche. Parce que tu vends quoi? Tu vends la layette. Si tu vends la layette, quelle est la meilleure niche que tu peux avoir? Tu vas aller prendre les grands-mères. Tu peux me prendre même les hommes, parce que la layette, parfois les hommes font la layette, non? Il y a les hommes qui font la layette. Il y a les mamans qui font la layette pour leurs enfants qui sont enceintes. Mais en fait, la personne la plus touchée, c'est qui? C'est la personne elle-même qui est enceinte, non, la femme enceinte. Donc, voilà une niche. Parce que tu as, n'est-ce pas, des produits, n'est-ce pas, des produits qui peuvent être intéressants pour les femmes enceintes. Parce qu'ils ont ce besoin, ils n'ont pas de choix. Ils ont ce besoin d'acheter la layette. Ils ne peuvent ne pas acheter la layette. Ils vont accoucher comment? L'enfant va naître, qui va être habillé avec quoi? Donc, quand j'ai pris juste le hasard comme ça. Maintenant, vous pouvez encore faire ce qu'on appelle sub-niche. Sub-niche, c'est quoi? Dans la niche des femmes enceintes, tu peux commencer à dire les femmes enceintes entre 20 et 35 ans. Parce que cette tranche-là, tu peux m'aller à 18, hein, 18 et 35 ans. Dans cette tranche-là, c'est un sub-niche. Cette nouvelle femme, parfois, en général, parfois à 18 ans, on a les chances sur la première fois. Elles sont plus motivées vraiment à acheter beaucoup de bonnes choses pour leurs enfants. Et ça va t'aider dans la publicité, par exemple, ou dans le message que tu vas faire. Un message que tu adresses à une jeune fille de 22 ans qui est enceinte n'est pas le même message que tu adresses à une maman, je ne sais pas, de 42 ans. C'est pas le même message, même si les deux peuvent être enceintes au même moment. Maman de 42 ans, elle n'achète même plus des articles parce qu'elle c'est peut-être son 5e enfant. Elle a déjà les layettes. Parfois, elle peut ne plus acheter. OK, mais une jeune fille de 20 ans, c'est sa première fois. Elle est tellement motivée d'avoir de beaux vêtements, de beaux ceci pour son enfant. Donc ça, c'est la niche. Et dans la niche, on est entré dans une sorte de niche. OK? On peut même dire nouvelle maman ou alors maman pour la première fois. Ça sont tous les sub-niches. Mais en fait, la niche quand même de femmes enceintes, c'est une niche déjà. Alors, dans la niche, quand tu vas vouloir faire des recherches, comment on te dit, faire des recherches approfondies, le mot-clé, par exemple, le mot-clé, c'est un élément qui peut te permettre, n'est-ce pas, de trouver, n'est-ce pas, tu peux prendre un mot-clé comme étant push, par exemple, ou encore tétine. OK? Le mot tétine peut être utilisé pour voir le nombre de femmes enceintes qui ont cherché à savoir, par exemple, où est-ce qu'on vend, ou à combien est-ce qu'on vend les tétines. Nombre de personnes qui ont fait une demande par rapport à la tétine. En général, ce ne sera pas des hommes. En majorité, ce sera des femmes. Et en majorité, ce sera des femmes enceintes. Donc, tu vois la relation entre le mot-clé et la niche. En fait, la niche permet de savoir ce que les potentiels consommateurs, n'est-ce pas, les potentiels clients qui se trouvent dans la niche sont en train de rechercher sur le produit. Et tu es arrivé sur Tétine à partir de quelque chose. On a eu à dire que quoi? Que tu as une passion, n'est-ce pas, pour les enfants et tout et tout. Tu as une expertise, tu aimes bien tout ce qui est enfant. Bon, donc ça te plaît déjà de faire. Bon, je suis que tu as traversé le tabac, mais tu es arrivé sur la tétine, par exemple. La tétine, on va dire qu'il y a 50 000 personnes qui font la recherche sur la tétine le matin, ou en une journée, ou pour un mois. Ça te permet de créer un rapprochement si ce produit est demandé ou pas. Ça peut, je ne connais pas, je n'ai pas accouché, je n'ai jamais accouché. Ça peut dire que la tétine, on a tellement évolué que finalement les enfants n'utilisent plus la tétine. OK? Tu vas voir que la demande de mots-clés tétine va te produire un résultat qui est vraiment faible en fonction de la plateforme où tu te trouves. Donc, voilà un peu, j'ai déjà pris des exemples bien précis. Maintenant, domaine name. Une fois que tu as la niche, qui sont les femmes enceintes, tu as testé tétine, tu as testé couche, tu peux avoir 3 produits. Tu n'as pas les moyens pour te lancer sur tous les 3 produits. Tu as tétine, tu as couche, tu as quoi encore? Il y a les femmes, il y a les mamans ici, non? Dites-moi ce qu'on utilise lorsqu'on est en layette. Tu as testé 3 produits. Tu vois le produit qui a plus de demande, par exemple. Là, c'est là-bas que tu vas aller. OK? Maintenant, si tu as choisi ta niche, tu as choisi le produit gagnant dans la niche. Parce que comme je dis,
Une niche peut avoir plusieurs produits. Si tu as trouvé une niche pour les téléphones portables, la même niche peut aussi vendre les accessoires, les chargeurs, les, les, les pochettes, les écouteurs. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais tu peux ne pas avoir les moyens pour acheter tout. Tu as envie, n'est-ce pas, de acheter un seul. Dans la même catégorie, tu as testé, tu as pris le mot-clé afficheur ou bien écran de protection, par exemple. Tu vois combien de fois les gens font les demandes. Le mot-clé écran protection. Combien de demandes les gens font pour les écouteurs? Les écouteurs avaient fait écouteurs sans fil. Combien de demandes? En fait, tu peux, à partir de là, tu peux, n'est-ce pas, savoir quel est ce qui a plus de demandes, par exemple. Ensuite, quand tu as fait cela, tu rentres sur la niche des femmes enceintes. OK, il faut créer un site Internet ou du moins ta plateforme de e-commerce. En ce moment, il faut un domaine name. Okay. Le domaine name, c'est le nom qu'il faut identifier dans ta plateforme de e-commerce. Quand tu crées ta boutique en ligne, il faut un domaine name. Par exemple, tu veux donner un nom. Tu as un nom d'abord. Tu transformes ce nom en un domaine name. C'est le nom-là que Internet connaît pour identifier ta boutique, en fait. Ta boutique, c'est quoi? C'est Baby Zares. Ta boutique, c'est peut-être Emma Bébé, par exemple. Emma Bébé, c'est le nom de ta boutique. Mais Emma Bébé, personne ne va taper Emma Bébé te retrouver. Il faudrait qu'on tape Emma Bébé.com, par exemple, ou bien .net, ou bien .fr, pour pouvoir te retrouver. Donc, ça sera ça le domaine name. Ça s'appelle quelqu'un a déjà pris ce nom-là. Il s'appelle déjà Emma Bébé. OK? Dans sa boutique en ligne. Quand tu as tapé Emma Bébé, dans le nom, il est déjà pris. Tu vas changer notre nom. Tu peux l'appeler n'importe quoi. Bébé ici, Bébé Today. Tu choisis n'importe quel nom. C'est le nom de domaine. Un domaine, ça en fait le nom que tu as attribué à ta boutique en ligne. C'est le nom de domaine. C'est le nom par lequel, quand tu fais des référencements et qu'on veut aller trouver ton produit, c'est à partir de ce nom. En fait, c'est le nom que tu peux donner à quelqu'un pour accéder dans ta boutique en ligne. Je ne sais pas si ça adresse ta question. Oui, tout à fait, tout à fait. OK. Ça m'identifie là. Et y a-t-il quelqu'un que cette question ou la réponse à cette question satisfait aussi à une préoccupation qu'il ou elle avait? Hein? Y a-t-il quelqu'un dont la réponse à cette question satisfait aussi à une préoccupation similaire que la personne avait? Je sais que ça arrive toujours. Alors, il y a qui d'autre? Nous sommes sur une session Q&A. On a encore combien de minutes? On a encore 5 minutes. Donc, en gros, ce sera ça. Ou alors, si vous avez des questions relatives à toute autre chose, partagez. En même temps, comme je dis toujours, vous avez besoin, n'est-ce pas, de pouvoir, vous devez pouvoir vous faire votre enregistrement de paiement, pour ceux qui n'ont pas encore fait, de votre engagement. On appelle ça engagement. Parce que également, j'ai dit, vous ne, nous ne vous chargeons pas pour vous faire cette vague de formation. Après les 6 semaines, les prochaines personnes à s'inscrire devront payer le coût réel qu'il faut, le coût que nous avons payé il y a des années, qu'on cherchait à acquérir ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour l'instant, on a voulu vous faire profiter, n'est-ce pas, de ce que nous pouvons faire pour montrer que parfois, quand tu connais, partage d'abord, pour que beaucoup de personnes puissent aussi aller partager. Parce que quand on partage avec vous, vous pourrez également aller partager à autre chose, à autre personne. Et la roue va tourner. Certaines personnes vont également partager des choses qui ont de la valeur comme ceci et que vous allez aussi bénéficier. OK? Donc, et quand vous le faites, vous allez nettement entrer maintenant dans ce programme parce qu'il y a des supports que vous devez télécharger et lire. Il y a des vidéos que vous devez télécharger. Il y a des vidéos, des cours parallèles à ce qu'on est en train de faire ici, que vous devez découvrir dans notre site de e-commerce, de e-learning, comme on appelle souvent. Donc, vous devez finir votre enregistrement, ou du moins votre engagement, en payant la somme symbolique
dont on a partagé le montant avec vous, qui est, n'est-ce pas, de $500 si vous êtes hors de l'Afrique. Et quand je dis $500, ce n'est pas le coût de la formation. Ou de 10 000 francs symboliques, qui est si vous vivez en Afrique, n'importe quelle partie de l'Afrique. Et si vous ne savez pas comment faire le paiement, je pense que dans notre groupe, j'ai eu à partager des liens qu'il faut utiliser pour pouvoir faire le paiement. Donc, cet accès, le cours que nous faisons, c'est un cours, n'est-ce pas, live, mais également, plus de contenus sont disponibles pour que vous puissiez aller, n'est-ce pas, entre deux cours. En principe, quand on a ce cours, avant le prochain cours, vous devez avoir évolué en consommant d'autres cours qui sont également là dans cette plateforme de e-commerce. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a autre question avant qu'on ne se sépare pour aujourd'hui. Et de la même façon, si vous avez d'autres questions après que ce cours soit fini, ne vous dérangez pas, n'ayez pas un problème pour poser dans le groupe, que ce soit Facebook ou le groupe, que ce soit le groupe WhatsApp ou le groupe Facebook. Quelqu'un a-t-il une dernière question avant qu'on se dise à la prochaine baisse? OK. On va dire qu'on va... let me see if there's a question here. OK. D'accord. On va arrêter ici. On va se prendre la prochaine fois. C'est peut-être à Dieu. Et prenez soin de vous. Ciao. Ciao, ciao, ciao.